Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, donc, dans cette première partie, je vais vous parler un peu de l'historique des marchés, des mécanismes de marché, que ce soit les mécanismes protocole de Kyoto, le développement en parallèle ou plutôt de manière un peu croisée des marchés volontaires, les controverses qui existent autour de la compensation carbone et donc, je le disais, distinguer compensation carbone de la certification carbone. Voilà. Alors déjà, un petit point de contexte. Les marchés carbone, ils vont émerger dans un contexte politique et économique qui est celui qui est appelé la mise en économie de l'environnement par Dominique Pestre, entre autres. Et ce contexte, en fait, il tient déjà à la considération qu'on peut avoir de l'environnement comme étant finalement un élément qui peut être marchandisé, et que donc les problèmes environnementaux doivent être traités comme des défaillances de marché, comme des externalités. Alors, qu'est-ce que c'est une externalité? C'est quand on va avoir, par exemple, une activité de consommation ou de production qui va influer, cette activité, elle est faite par un agent, elle va influer sur un autre agent, mais cet impact ne va pas être pris en compte par une compensation monétaire, une contrepartie monétaire au départ. Donc là, typiquement, pour le cas du climat, ça va être une industrie qui va émettre des gaz à effet de serre. L'impact de ces gaz à effet de serre, il va toucher tous les autres agents, le monde globalement, le climat globalement, mais de base, ça ne fait pas l'objet d'une compensation financière. Donc, l'idée, c'est qu'avec cette mise en économie, c'est qu'on peut finalement, en internalisant le coût de ces externalités, réduire ces problèmes environnementaux. Et donc, on va avoir, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs outils qui vont être conceptualisés pour se dire comment est-ce qu'on fait pour mettre un signal prix sur les externalités environnementales en général. Alors, déjà, il y a des systèmes de taxes qui vont émerger. Ça, c'est notamment un économiste anglais, Arthur Pigou, qui va les mettre en avant, pour notamment des taxes sur la pollution, à Londres en l'occurrence. Donc ça, c'est un peu les premiers systèmes qui considèrent, donc voilà, on taxe ces différentes pollutions. Autre système qui peut exister pour donner un signal prix sur les externalités environnementales, c'est le système de mécanisme de marché, qu'on va appeler de cap and trade. J'entends à nouveau un micro ouvert, je me permets de l'éteindre. Voilà. Donc le mécanisme de marché consiste en fait à ce qu'on ait un régulateur, un État globalement, qui va fixer une quantité maximale de pollution de toutes sortes, et puis qui va attribuer aux différents acteurs qui l'émettent, aux différentes entreprises, des permis qui vont pouvoir être négociables entre les entreprises. Donc ceux qui ont émis ou pollué moins vont pouvoir revendre à ceux qui n'ont pas réussi à émettre ou polluer moins. Voilà, donc c'est ce deuxième outil en particulier, ça doit permettre en théorie d'allouer les efforts au mieux entre les différents agents et donc d'avoir une réduction de la pollution qui doit minimiser le coût global pour la société. Ça, c'est un peu autour de la conceptualisation. Et ensuite, ces solutions, elles ont commencé vraiment à avoir du succès, à être formalisées plutôt dans les années 80. Et là encore, donc je cite des travaux de Dominique Pestre, et c'est dû en particulier à un contexte politique, à un lobbying d'une coalition d'acteurs, qui n'étaient pas forcément que des entreprises, mais aussi des institutionnels, comme des économistes, la Banque mondiale, l'OCDE, qui vont être très critiques des outils réglementaires qu'on appelle de type Command and Control, qui vont être plutôt donc, des interdictions, ce type de réglementation, et vont préférer des systèmes d'incitation, notamment par les marchés. L'idée derrière, c'est qu'on doit pouvoir combiner une performance environnementale et une performance économique, et que ce sera en le déléguant aux acteurs économiques qu'on aura le meilleur équilibre. Bon, je caricature un peu. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on arrive à ce qui a été appelé donc, la mise en économie de l'environnement comme règle. Ça s'applique de manière très générale à toutes sortes de problèmes environnementaux, et ça va s'appliquer aussi aux émissions de gaz à effet de serre, notamment avec des mécanismes de compensation carbone. Alors,
Qu'est-ce que c'est que la compensation carbone? D'abord, je vais juste présenter dans quel contexte est-ce que ça émerge. Là, on est plutôt dans les années 70-80. On a une montée en puissance du sujet climatique, de la transition énergétique, on a des premières modélisations qui sortent, puis en parallèle, on a des travaux sur les cycles du carbone qui proposent des comptabilités chimiques, biologiques, notamment sur les systèmes de séquestration du carbone dans la biosphère. Donc à partir de ce contexte scientifique et technique et politique, on a le concept de compensation qui émerge et dont le principe est on peut remplacer une réduction de gaz à effet de serre qui est faite à un endroit donné par une autre réduction d'émissions qui serait faite ailleurs et ce sera équivalent. Et donc, il y a un certain nombre de présupposés à ces équivalences. Déjà, des présupposés de nature plutôt scientifique. Hein. Donc, ça veut dire qu'on considère on peut démontrer que l'impact d'un gaz à effet de serre émis en Indonésie, au Sénégal ou en France a le même impact global sur le climat. Ça met aussi en équivalence différents gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de CO2, hein, on avait parlé de ces différents gaz à effet de serre en juillet, et donc on utilise l'outil qu'est le pouvoir de réchauffement global, donc une manière de factoriser la durée de vie dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et justement leur capacité de réchauffement pour avoir une espèce d'échelle commune entre gaz à effet de serre. Et dernière mise en équivalence scientifique, c'est le fait qu'on va considérer que des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur le plan climatique, ça vaut la même chose que de la séquestration, de l'absorption de CO2, que ce soit dans la biomasse ou autre chose. Et donc, sur ces connaissances scientifiques, on va greffer des mécanismes économiques et politiques. Et là, pour le coup, c'est les travaux, c'est une définition que j'emprunte à Alain Roux, qui fait ses travaux à l'Université de Reims et qui va publier une thèse sur le sujet, qui distingue donc d'un côté un dispositif marchand, donc ces tonnes de gaz à effet de serre, on va leur donner une valeur monétaire, ce qui va créer un marché. Et puis, il y a aussi une dimension politique qui souligne à ces dispositifs-là, puisque aujourd'hui, ces tonnes de CO2 valorisées donc, avec l'attribution d'une valeur monétaire, on peut aussi se les échanger dans un cadre politique, celui de la Convention climat des Nations Unies. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre conceptuel-là qu'ont été inventés les cadres de certification carbone. Parce qu'il fallait bien établir du coup les règles de comptabilité qu'on allait mettre pour évaluer les réductions d'émissions. J'entends à nouveau un micro ouvert, je me permets de couper le son. Ah, il y en a peut-être plusieurs. Camille, je me permets de couper le son. Voilà. Alors, donc ça, c'est un peu le cadre conceptuel. Et là-dessus, on va avoir un certain nombre de mécanismes de marché qui vont être créés à l'occasion du protocole de Kyoto, donc 97. Le protocole de Kyoto, on en a parlé dans la formation politique climat, il fixe aux pays développés un objectif contraignant de réduction de gaz à effet de serre. D'ici à, donc c'est 2020 par rapport à 90, il faut réduire d'environ 5% ses émissions de gaz à effet de serre. Et le fonctionnement du protocole de Kyoto, il va être basé sur des mécanismes de marché réglementaires ou dits de flexibilité qui vont être plutôt de nature volontaire. Donc, je simplifie, mais les pays doivent réduire leurs émissions, mais ils peuvent, s'ils n'arrivent pas à le faire, acheter des quotas Kyoto, donc certifiés Kyoto à des pays qui seraient excédentaires, avec ce principe donc, de cap and trade, et ils peuvent acheter des réductions d'émissions, des crédits de réduction d'émissions qui vont être certifiés Kyoto, qui vont être générés par des projets bas carbone dans le cadre de deux mécanismes de flexibilité. L'un qu'on appelle le mécanisme de développement propre, le MDP, Clean Development Mechanism en anglais, le CDM. Ça correspond aux projets qui vont être menés dans les pays en développement. Et deuxième mécanisme, celui de la mise en œuvre conjointe, la MOC ou Joint Implementation en anglais, qui pour le coup va valoriser des projets. Il y a plusieurs micros ouverts. Est-ce que vous pourriez les éteindre? Clotilde, est-ce que éventuellement tu peux me donner la main ou pas? Comme ça, je pourrais les éteindre moi. Ce sera peut-être plus simple.
si c'est possible de faire ça, je sais Oui. pas si c'est... Alors, je vais désigner Adeline aussi. Je ne sais pas si ça a marché. Tout à l'heure, je n'ai pas réussi à le faire. Est-ce que, Claudine, tu arrives à couper le micro? Alors, je suis pas sûre que ça ait marché. Tout à l'heure, j'ai pas réussi, mais là, j'ai désigné Adeline et Claudine. Normalement, on a le pouvoir de fermer les micros. En tout cas, on est bien organisatrice. Ouais, c'est bon. Vas-y, continue, Clotilde, on va s'occuper de fermer le micro. Merci. Donc, deux mécanismes de flexibilité, le MDP et la MOC. Et donc, l'idée, c'est que des pays qui ont des objectifs réglementaires, des obligations dans le cadre du protocole de Kyoto, ils peuvent acheter des crédits, s'ils sont certifiés Kyoto, on va dire, dans le cadre de ces deux mécanismes-là. Et donc, à partir de là, en fait, l'essentiel du marché qu'on va appeler donc, réglementaire, ça va être lié à ces deux mécanismes, et notamment, en particulier, le MDP, donc le mécanisme qui valorisait des réductions d'émissions dans des pays en développement, parce qu'il y avait bien l'idée au départ, dans l'idée de développer ces mécanismes-là, que ça crée des flux de revenus vers les pays en développement. Voilà. Et donc, en même temps, en parallèle de cette création des mécanismes réglementaires, on va avoir des approches volontaires qui vont aussi être créées. En réalité, elles datent même plutôt du début des années 90, où il y avait un certain nombre d'entreprises, notamment américaines, qui étaient un peu pionnières et qui avaient utilisé des principes qu'on pourrait rapprocher aujourd'hui de ce qu'on appelle la compensation carbone volontaire. Mais l'essentiel de ce mécanisme, ça va se développer au moment de la mise en œuvre, de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, à savoir 2005. Donc, dès 1997, avec le protocole de Kyoto, on formalise un cadre institutionnel pour ces mécanismes de projet. Donc, on va commencer à décrire, à stabiliser un peu comment doivent être mis en œuvre des projets de compensation, à quoi ressemble un document de projet, quelles en sont les méthodes, comment on fait pour le vérifier, quel type de critères on va appliquer, notamment l'additionnalité sur laquelle Claudine reviendra tout à l'heure. À partir de 2005, l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, on voit des standards volontaires qui vont se développer et qui vont utiliser finalement un modèle de fonctionnement très proche de celui des mécanismes, voire le même, des mécanismes réglementaires du MDP et de la MOC, mais qui va être transposé pour vendre cette fois des crédits carbone, non pas à des entreprises qui sont soumises à des quotas d'émissions, mais des entreprises qui n'ont pas de réglementation, qui n'ont pas d'objectifs réglementaires au niveau international. Et alors, je reprends là les travaux d'Alice Vallière qui a fait sa thèse sur le sujet, et elle explique que l'émergence des marchés volontaires, ça va notamment au départ permettre une flexibilité par rapport aux mécanismes réglementaires, et notamment il y a des projets qui vont d'abord être certifiés sur le marché volontaire, en attendant finalement de pouvoir accéder au marché réglementé parce que les procédures étaient assez longues. Ce marché volontaire, il va aussi permettre de donner accès à des financements, à des projets qui n'étaient pas concernés par le MDP, qui avaient été exclus d'office, notamment les projets de conservation de forêts, qu'on appelle donc les projets Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, les RED. C'est un dispositif donc, qui a été créé en 2008 et qui était un dispositif créé dans le cadre onusien, mais qui était exclu du périmètre des MDP. Et donc, les réductions d'émissions ont été vendues sur le marché volontaire. En lien avec ça, ça a créé un certain nombre d'innovations de la part des marchés volontaires qui vont créer des dispositifs pour gérer la non-permanence, qui est intrinsèquement liée à ces projets basés sur la nature, avec des systèmes de rabais, des crédits temporaires, des choses comme ça. Et puis, un autre point que permettent les marchés volontaires, c'est de créer des sources de financement, de nouvelles sources de financement pour des projets qui s'apparentent plutôt à de l'aide au développement. On est dans un contexte où l'aide publique au développement chute, et donc avec ces marchés volontaires,
Il y a des projets qui sont climat, mais pas que, hein, qui sont aussi socio-économiques, et qui vont pouvoir être subventionnés finalement. Donc, on va avoir la vente ou la distribution d'équipements domestiques comme des filtres à eau ou des fours améliorés dans les pays du Sud. Et ça, voilà, ça va constituer de nouvelles sources de revenus. Et ça explique aussi le fait que une bonne partie des projets volontaires, du marché volontaire, va se développer dans les pays du Sud. Donc, ça, c'est associé au fait qu'il y a certaines innovations qui vont exister sur les marchés volontaires pour valoriser justement ce qu'on appelle les co-bénéfices socio-économiques, donc le fait d'améliorer le niveau de vie des populations locales. Et dernier point que développe Alice Vallière, c'est le fait que la vente de crédits volontaires, elle est aussi très liée à des développements d'activités de conseil en développement durable. Donc, on va avoir des grandes agences, qui sont devenues des grosses agences, qui vont proposer à des entreprises de construire leur stratégie RSE, les accompagner, et qui vont finalement compléter leur offre en proposant des crédits volontaires. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchés volontaires ont évolué vraiment de manière parallèle, même vraiment en miroir des marchés réglementaires. Ça a coévolué ensemble dès le début. Mais que le marché volontaire, il va finalement ouvrir à de nouveaux clients ces mécanismes-là, puisque on va parler à des gens qui n'ont pas d'obligations réglementaires, et puis ça va aussi permettre une ouverture à de nouveaux types de projets qui ne faisaient pas l'objet de méthodes sur les mécanismes réglementaires. Ces marchés volontaires, ils permettent aussi une forme de flexibilité et quelques innovations, notamment sur tout ce qui est donc gestion de la non-permanence, valorisation de certains co-bénéfices. Donc, si j'essaie de cartographier un peu ce que ça représente, ce marché volontaire et réglementaire, je vais utiliser une distinction entre les acteurs qui vont avoir besoin de crédit de conformité, donc la demande de conformité, et de l'autre côté, la demande volontaire. La demande de conformité, elle découle d'une obligation réglementaire sur les niveaux d'émissions d'État ou d'entreprise. Et au départ, cette demande réglementaire, ça va être les mécanismes MDP et MOC que je viens de décrire, et progressivement, donc, les mécanismes régionaux d'échange de quotas, notamment le système d'échange de quotas européen, l'IU-ITS. Côté demande volontaire, là, on va avoir une demande qui va venir principalement d'entreprises qui n'ont pas de contraintes réglementaires, mais qui vont se fixer d'elles-mêmes un objectif en respectant une démarche qui consiste à mesurer leurs émissions, les réduire, et ce qui reste de leurs émissions résiduelles, à les compenser. Et donc, pour ce faire, elles vont acheter des crédits dans une quantité équivalente à leurs émissions résiduelles. Au centre, j'entends encore un micro vert. Au centre de ces deux demandes, j'ai mis l'offre de certification des projets bas carbone qui va garantir leur qualité. Donc, on va avoir les mécanismes qui sont liés à la Convention climat des Nations Unies, à la CNUC, et des grands standards volontaires. Je vous ai mis les deux principaux, Verra Gold Standard, dont je reparlerai plus tard. Je les ai mis au centre parce que finalement, les critères sont globalement les mêmes pour les deux demandes. Et de fait, il va y avoir une certaine porosité entre ces deux demandes. D'une part, entre la demande réglementaire vers le volontaire, parce que finalement, on va avoir des crédits qui ont été générés dans un cadre de marché réglementaire et des crédits MDP qui vont être vendus sur les marchés volontaires. Et puis, dans l'autre sens, du volontaire vers le réglementaire, on va avoir une utilisation possible aussi de crédits volontaires, parfois dans des cadres réglementés, notamment, c'est le cas dans des marchés régionaux comme le marché californien. Et je reviendrai un petit peu sur l'actualité de ces interactions. Alors, très rapidement, ces marchés, ces mécanismes de compensation, ils ont été controversés. C'est un sujet très développé dans la thèse d'Alice Vallière. Ces controverses, elles sont là dès le début du marché et on les voit jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai mis une petite image du talk show américain de John Oliver qui a fait une session sur la compensation carbone récemment. C'est des critiques qui vont toucher aussi bien les marchés réglementaires que les marchés volontaires. Et puis, ça va être très large, ça va toucher aussi bien la qualité des crédits, au fonctionnement des mécanismes et aux démarches financières. Donc, je vous fais juste un petit florilège de à quoi ressemblent ces critiques globalement. Il y a des critiques quant à l'efficacité du dispositif, des critiques qui vont surtout émerger des mouvements altermondialistes
qui vont considérer qu'en fait, la compensation carbone étant un système de marché, ça ne peut pas être la solution parce que c'est la mise en économie de l'environnement elle-même qui est à l'origine du problème. C'est plutôt une critique de paradigme assez générale et de la lecture économique du problème. Un deuxième élément de critique, ça va être sur le fait que ça peut reporter ou diluer les efforts des financeurs. Donc, il y a des craintes de greenwashing autour de ça, et que finalement, ce serait utilisé pour les financeurs simplement pour reporter à plus tard, voire ne pas faire. Là-dessus, il y a un certain nombre d'encadrements de démarches financeurs qui sont tout à fait possibles pour éviter ça. J'en reparlerai plus tard. Une autre accusation, c'est celle de fraude. C'est-à-dire que le projet bas carbone, on va revenir dessus, mais il génère des réductions d'émissions par rapport à un scénario de référence sans projet. Donc en fait, les gains carbone sont très dépendants de la définition de ce projet qui va être plus ou moins bien conçu, notamment s'il y a une asymétrie d'information par rapport aux porteurs de projet. Donc effectivement, si on surévalue les émissions du scénario de référence, il y a un risque de surévaluer les gains carbone. Et il y a eu un certain nombre de fraudes dans le cadre du MDP et de la MOP, qui ont, donc, historiquement, qui ont été mis en avant. Dernière critique, c'est qu'il y a des risques socio-environnementaux, notamment dans les pays en développement, sur ces projets. Il y a notamment des risques sur l'impact sur l'eau, la biodiversité qui ont été mis en avant sur des projets de boisement qui étaient assez peu encadrés, des dangers sur les populations autochtones dans des pays où les droits fonciers ne sont pas forcément établis ou pas forcément respectés. Ce qu'il faut bien noter, c'est que par rapport à toutes ces critiques, on a réellement un marché qui a été clairement très assaini depuis ses débuts et que les standards volontaires fonctionnent avec un système d'amélioration continue qui fait que ça continue à s'améliorer. Voilà. Voilà pour les critiques. Et mon dernier point, donc une position sur laquelle on va revenir tout au long de ces présentations, c'est le fait il est important de distinguer le mécanisme de marché compensation carbone de l'outil de certification carbone. Donc certes, l'outil de certification carbone, l'outil d'évaluation, il est né, comme je l'ai expliqué, à partir du principe de compensation carbone. Certes, cet outil, encore aujourd'hui, il est largement et majoritairement utilisé pour la compensation carbone, mais pour autant, on peut tout à fait concevoir la certification carbone, ces méthodes d'évaluation, existant sans compensation carbone. On peut avoir besoin de garantir le bénéfice climat d'un projet avec des méthodes de certification carbone sans l'utiliser dans un cadre de compensation. Et on considère qu'il y a vraiment tout intérêt à capitaliser sur tous les progrès qui ont été faits sur les certifications carbone, tout en continuant à les faire progresser. Capitaliser sur les processus qui ont contribué à scientifiser finalement ces méthodes d'évaluation pour garantir le bénéfice climat de différents financements sur lesquels on va revenir. Voilà, donc ça c'est une position qu'on avait développée en 2021 dans une tribune dans l'Actu Environnement. Je vous ai mis un peu comme lors de la dernière formation toutes les références bibliographiques qui peuvent vous servir là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie historique des mécanismes carbone?